Héritier du Conseil souverain de 1668 et d'abord installé à Tournai, le Parlement de Flandre s'établit le 2 octobre 1714 dans la bonne ville de Douai, après un exil de quelques années à Cambrai. Voici donc 3 siècles que la ville de Douai est devenue la capitale judiciaire du Nord. Et lorsque le Parlement fut provisoirement supprimé en 1771 au profit du Conseil supérieur d'Arras, Douai prit le deuil de sa cour souveraine. Les lanternes à réverbères, inaugurées 2 ans auparavant, grâce aux libéralités du Parlement, cessèrent d'être allumées, et le soir livra la ville aux ténèbres. Le quartier du Palais, si turbulent naguère, semblait abandonné. L'ordre brutal qui avait décapité la ville menaçait par avance les finances communales, les affaires et l'industrie. Quelle belle image que celle ainsi décrite à l'époque par le conseiller Bedel. La justice, regrettée par toute une ville et sa région, parce qu'elle éclairait la cité et ses habitants et leur apportait dynamisme et prospérité. En cette année du tricentenaire, nous avons souhaité faire briller à nouveau l'institution judiciaire au cœur de la ville de Douai et de la région du Nord-Pas-de-Calais. Madame la garde des Sceaux, par votre présence, vous donnez à cette audience tout l'éclat qu'elle mérite. Nous vous sommes tout particulièrement reconnaissants d'être venus ce matin jusqu'à nous, malgré un agenda très chargé en ce début d'année, et à l'issue de cette audience, d'avoir accepté d'y prendre la parole. Nous le savons, Madame la ministre, vous avez, depuis votre prise de fonction, toujours défendu notre institution et tous ceux qui la servent avec dévouement, soucieuse que vous êtes de lui donner la place qui doit être la sienne dans une société démocratique. Bien plus qu'un service public, la justice est d'abord et avant tout une autorité, celle définie par la Constitution comme la gardienne des libertés individuelles et de la paix sociale. Certains souhaiteraient même lui donner le statut de pouvoir, nous n'en demandons pas tant. Mes remerciements s'adressent également à toutes les personnalités qui vous entourent, Madame la garde des Sceaux, au premier rang desquels figurent Monsieur le préfet de région et Monsieur le préfet du Pas-de-Calais, votre directeur adjoint de cabinet, François Pion, votre chef de cabinet, Florence Gouache, vos conseillers, Frédéric Bab, bien connu de cette cour, Paul Hubert et Virginie Sainte-Rose, l'inspecteur général des services judiciaires, François Fels, le directeur des services judiciaires, Jean-François Benel, la directrice des affaires criminelles et des grâces, Marie-Suzanne Lequéot, ainsi que Marie-Luce Bouston, directrice générale de l'APIJ, l'Agence pour l'immobilier de la justice, sans oublier Jean-Christophe Gracia, directeur adjoint des affaires civiles et du Sceau. Chacun de vous incarne les prérogatives du ministère de la Justice, indispensables au fonctionnement de nos juridictions, car c'est de vous et des arbitrages que vous obtenez au plus haut sommet de l'État que dépendent les moyens humains et matériels qui nous sont accordés. Bien sûr, ces moyens ne sont jamais à la hauteur de nos attentes et de celles des justiciables, même si, nous le reconnaissons, des efforts importants ont été accomplis ces dernières années pour accroître les budgets du ministère de la Justice. Et en ce début d'année 2014, nous vous sommes particulièrement reconnaissants, Madame le garde des Sceaux, d'avoir obtenu un apport budgétaire exceptionnel pour les juridictions de 74 millions d'euros. Pour autant, nos besoins sont immenses et il faut donc aller encore plus loin pour optimiser les moyens de nos juridictions par des modes de gestion et d'administration plus modernes et plus efficients, par l'assimilation de la révolution numérique et surtout par des réformes de structure et de procédures indispensables pour recentrer le travail du juge et lui permettre de retrouver une place plus claire au périmètre mieux défini. Qu'il soit du siège ou du parquet, le magistrat devrait bien davantage se concentrer sur l'activité juridictionnelle afin de définir des jurisprudences claires et lisibles,
indispensable au développement économique et social, tout en assurant la gestion et l'administration des moyens des juridictions afin d'en garantir leur indépendance. Il importe en outre de développer la concertation et la collaboration avec les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, nécessaires à une prise en charge efficace des personnes condamnées et des mineurs suivis par les juges. Et en interne, l'intensification du dialogue social est indispensable pour lutter contre l'individualisme qui gagne trop souvent magistrats et fonctionnaires, alors que chacun est bien membre d'une communauté de travail, celle de la juridiction à laquelle il appartient. C'est sans aucun doute à ce prix que la justice pourra répondre aux enjeux du XXIe siècle. Madame la garde des Sceaux, vous êtes, avec toutes les équipes de votre ministère, résolument engagée dans cette réflexion, mais vous le savez, c'est avec une certaine impatience que nous attendons les réformes qui en résulteront. Réformes qui devront également prendre en compte les nouveaux équilibres entre les plus hautes instances judiciaires et constitutionnelles, nationales ou internationales. Cour de cassation, représentée à cette audience par plusieurs hauts magistrats, Conseil d'État, représenté à cette audience par la présidente de la Cour administrative d'appel de Douai, Mme Luciane Erstein, Cour de justice de l'Union et Cour européenne des droits de l'homme, sans oublier bien sûr le Conseil constitutionnel qui, avec la question prioritaire de constitutionnalité, ne peut plus être ignoré des juges. Je crois que nos collègues, chefs des cours d'appel de Rouen, d'Amiens, de Reims et de Caen, présents à cette audience, partagent cette analyse. Et comme le souligne avec force et éclat le rapport de l'IHEJ, pour affronter les défis à la fois inquiétants et excitants qui attendent les juges, il faut renouer le contact avec une longue tradition remontant à l'Antiquité. C'est dans l'histoire et dans la philosophie que l'on trouvera les prises pour avancer. En fêtant le tricentenaire de l'installation du Parlement de Flandre, c'est avec ce passé que la Cour d'appel de Douai a souhaité renouer. Sans nostalgie pour ce Parlement d'Ancien Régime voulu par Louis XIV, mais conscient que nous sommes tous les héritiers de nos illustres aînés et des plus belles pages qu'ils ont écrites depuis plus de 300 ans ici à Douai. Qu'il me soit ainsi permis de saluer les magistrats qui ont quitté cette cour il y a peu et qui, en acceptant d'être parmi nous aujourd'hui, lui témoignent ainsi de leur fidélité. Mesdames et messieurs les sénateurs et députés, Monsieur le Président du Conseil régional, Messieurs les présidents des conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais, Mesdames et Messieurs les élus, l'histoire du Parlement, qui deviendra successivement cour impériale, cour royale et cour d'appel, est intimement liée à l'histoire de votre région. Il trouve son origine dans les guerres de dévolution et de succession d'Espagne, et son ressort n'a cessé d'évoluer au gré des batailles militaires et des rivalités entre les villes de Cambrai, d'Arras, de Lille et de Douai, comme quoi l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Mais surtout, la création du Parlement répond à la volonté du roi de rassembler toutes les provinces conquises et ses habitants, qu'ils soient espagnols, hollandais, autrichiens ou français, dans une même région, la Flandre. Le Parlement recevait ainsi un rôle politique de francisation progressive de toutes ces provinces, mais avec l'obligation, comme le roi s'y était engagé dans les actes de capitulation, de respecter leurs us et coutumes. Et ce rôle, la Cour d'appel le perpétue, car la région du Nord-Pas-de-Calais est toujours restée une terre d'accueil et le creuset pour des populations d'origines étrangères diverses qu'elle a su intégrer. En faisant un raccourci un peu trop rapide de son histoire, on rappellera simplement les grandes vagues d'immigration d'origine d'Afrique du Nord et de Pologne qui ont accompagné l'essor des mines et des grandes industries de la région au XIXe et au XXe siècle. Et parce que les frontières de la région se confondent avec celles de l'Europe du Nord, les juges de la Cour d'appel de Douai sont plus encore que dans d'autres ressorts amenés à faire application des règles de droit international pour la résolution des litiges civils et familiaux. C'est aussi dans le domaine pénal
que la Cour développe un rôle essentiel pour faire face à des trafics internationaux et à une délinquance organisée qui exige une coopération européenne toujours plus efficace. Les hautes autorités de la police et de la gendarmerie présentes à cette audience ne me contrediront pas, de même que nos homologues de la Cour de Mons, toujours fidèles à notre cour. Alors oui, la Cour d'appel de Douai est fermement engagée dans les évolutions nécessaires de la justice du XXIe siècle. Et parce que, comme l'écrivent encore les auteurs du rapport de l'IHEJ, un changement durable ne pourra s'appuyer que sur des autorités dans la magistrature, le barreau et l'université, c'est-à-dire des professionnels qui rassurent les nouvelles générations en intégrant le passé dans l'avenir et qui réconcilient l'histoire longue de la justice avec la modernité. Que nous sommes heureux et fiers qu'aujourd'hui, les 10 barreaux du ressort de la Cour soient présents à cette audience, revêtus de leurs robes, manifestant ainsi leur volonté, toujours renouvelée, de collaborer à l'œuvre de justice dont ils sont les premiers auxiliaires. Lorsque la Cour et les 10 tribunaux de grande instance du ressort ont pris des tournants décisifs pour la modernisation de notre institution, vous avez toujours répondu présent, et nous vous en sommes très reconnaissants. Les rapprochements entre nos professions sont si essentiels que le Constituant ne s'y est pas trompé en intégrant à l'occasion de sa dernière réforme un membre du barreau dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Alors oui, messieurs les avocats, nous avons besoin de vous et de toutes les autres professions qui collaborent à l'œuvre de justice, notaires, huissiers, experts judiciaires, aujourd'hui représentés à cette audience solennelle par les présidents de leur ordre, que je remercie également pour leur engagement sans faille à nos côtés. N'est-ce pas à vous, représentants de toutes les professions juridiques, avec l'appui du secteur associatif, que devrait être confiée par la puissance publique la responsabilité de développer l'accès au droit, c'est-à-dire le droit pour chacun de nos concitoyens, y compris les plus démunis, de pouvoir bénéficier d'un avis éclairé sur les questions juridiques dont dépendent le litige ou la difficulté à laquelle ils se heurtent. Si pour ce faire, des réformes législatives sont indispensables, c'est d'abord et avant tout un changement des pratiques et des mentalités dont l'institution a besoin. Et ces changements ne peuvent tous venir des juges. Ils doivent être envisagés de manière transversale et collective et intégrer toutes les professions. Et pour cela, nous avons aussi besoin de l'université qui forme les juristes de demain. La Cour d'appel et l'Université de droit de Douai sont engagés de longue date dans une collaboration étroite. Monsieur le doyen Le Maradour, nous vous remercions très sincèrement d'avoir souhaité aujourd'hui manifester votre soutien à notre cours en assistant en robe à cette audience avec plusieurs des professeurs de la faculté. Qu'il me soit aussi permis de saluer Madame Robazeski, qui dirige avec excellence la classe préparatoire intégrée à l'École nationale de la magistrature. Depuis son ouverture en 2008 et 5 promotions plus tard, elle aura permis à 12 étudiants d'intégrer l'École nationale de la magistrature, à 6 de devenir greffiers en chef et à 11 autres de nous assister comme greffiers. Et 15 élèves ont prêté serment comme avocats. Pour ne parler que de ceux qui ont intégré ou collaborent à l'institution judiciaire, car tous les étudiants passés par cette classe préparatoire ont aujourd'hui un emploi. Et merci à vous, Xavier Ronsin, directeur de l'École nationale de la magistrature, qui avait toujours accompagné et encouragé cette classe préparatoire et qui formait les juges de demain. La Cour d'appel de Douai vous est d'autant plus reconnaissante que chaque année, elle accueille près d'un quart de chacune des promotions. Vous écriviez récemment que votre ambition collective est, je cite, « de former à l'excellence nos futurs collègues, tout en nourrissant leur curiosité, en favorisant leur ouverture d'esprit et en évitant toute forme de prêt-à-penser. » Je vous le dis très sincèrement, Monsieur le directeur, ce pari est gagné et nous sommes très fiers des nouvelles générations que nous accueillons.
Mais avant l'école de la magistrature et les universités, il y a les collèges et les lycées qui doivent donner aux étudiants de demain les bases indispensables à leur formation. Monsieur le recteur de l'Académie de Lille, vous le savez, nous sommes très attachés à initier des rapprochements avec les collèges et les lycées de la région. L'action la plus emblématique est sans aucun doute celle menée avec le lycée d'excellence de Douai, sous l'impulsion de son proviseur et d'un professeur dynamique et passionné, autant d'histoire que de justice, Damien Langlais. C'est ainsi que l'année dernière, ces élèves ont réalisé un film sur le déroulement d'un procès d'assises dans lequel ils ont su si bien traduire toute l'humanité qui se dégage d'un procès, au cours duquel ce ne sont pas des faits que l'on juge, mais l'homme qui a commis ces faits. Et en cette année, les élèves du lycée d'excellence se sont lancés le défi de réaliser en 3 mois ces allégories modernes que nous n'avons pas hésité à confronter à celles de Nicolas Brenet. Ils ont ainsi représenté 6 des principes qui s'appliquent à toutes les procédures judiciaires. C'est d'abord le principe du double degré de juridiction et du droit de recours, représenté ici par ces voies de chemin de fer dont l'aiguillage est actionné par le magistrat. C'est celui de la présomption d'innocence, avec cette obligation de démonstration de la culpabilité de celui qui est mis en examen, ici représenté par un PULS, que le juge tente de reconstituer. Puis le droit absolu à bénéficier d'une défense, représenté ici sous la forme d'un labyrinthe dans lequel le justiciable perdu ne trouve sa voie qu'avec l'aide d'un avocat, mais aussi du magistrat. Le principe de la contradiction, symbolisé ici par 2 avocats qui s'échangent leurs arguments comme dans une partie de tennis. La justice en majesté, symbolisée par une jeune figure féminine entourée d'une balance dont les 2 plateaux sont d'égale hauteur et d'un jeu d'échecs qui symbolise le fait que les juges peuvent, par leurs décisions, influer sur le cours de la vie des citoyens. Et enfin, le principe de la non-rétroactivité des lois. Le temps est dans cette allégorie, représentée sous la forme d'une horloge dans laquelle, par application de ce principe, un jeune homme est libéré de ses entraves. Souleymane, Myriam, Tasnim, Alexandre, Inès, Tom, Grégoire, Lucas, Clara, Marc-Hugo, Eugénie, Florian, Géraldine, Sakina, Lorkela, Nathan, Tatiana, Amandine, Emma, Sophia, Gwendoline et Lucas. En vous livrant à ce travail avec vos professeurs, des magistrats et fonctionnaires de la Cour, sans oublier les avocats du barreau de Douai, vous avez analysé et compris tous les fondements de notre justice. Nous sommes certains que vous n'oublierez pas cette expérience et espérons qu'elle vous donnera dans l'avenir l'envie et l'ambition d'intégrer notre si belle institution. Félicitations pour chacun d'entre vous pour ces réalisations que nous garderons précieusement comme témoignage pour les futures générations du regard qu'en cet instant de jeunes lycéens ont porté sur l'institution judiciaire. Pour terminer mon propos, c'est à vous, monsieur le maire de Douai, et à toutes vos équipes que je souhaite adresser au nom de toute la Cour d'appel de Douai tous mes remerciements. En mettant à notre disposition ces salles historiques d'Anchin, ancien collège du Roi, vous avez permis à la Cour d'appel de Douai de se présenter pour la première fois depuis bien longtemps au grand complet. Car le Parlement de Flandre, qui était à l'origine composé de 3 chambres et comprenait un premier président, 21 magistrats du siège, un procureur général, un substitut et 3 greffiers, n'avait pas imaginé, en dessinant sa grande chambre, que 3 siècles plus tard, la Cour d'appel de Douai, son lointain descendant, serait composée de 74 magistrats du siège, 18 magistrats du parquet et 133 fonctionnaires, tous ou presque, présents aujourd'hui pour fêter avec Douai et toute la région du Nord-Pas-de-Calais cet anniversaire. Et parce que l'histoire de la ville est intimement liée à celle de la Cour, c'est sa figure historique qui a accepté de manière tout à fait exceptionnelle de sortir aujourd'hui en plein hiver pour fêter avec nous ce tricentenaire. Son géant, M. Gaillan, est ainsi venu jusqu'aux portes de cette salle d'Anchin pour saluer tous les magistrats et fonctionnaires de la Cour d'appel de Douai et vous tous, chers invités, qui nous entourez en cet instant solennel. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Merci, Madame le Premier Président. Je fais devant vous le geste que nous avons vu, Madame le Premier Président et moi, lors d'un stage à l'Old Bailey de Londres, cette salutation que je vous adresse avec respect et amitié. Madame la Ministre, vous êtes la garante du lien qui existe entre la magistrature et la société, dans l'application objective des lois que se donne le peuple français sur toute l'étendue du territoire. En ce sens, vous êtes aussi l'héritière de cette autorité royale protégeant les parlements qui, de leur côté, devaient être loyaux envers leurs souverains, mais savaient aussi affirmer leur indépendance, pas toujours pour de bonnes raisons d'ailleurs. Vous êtes aussi en quelque sorte héritière des procureurs généraux d'Ancien Régime qui portaient, je l'ai découvert cette semaine, le titre de garde des Sceaux que, soyez tranquilles, je ne revendique pas encore. C'est dire la joie que nous avons à vous accueillir ici aujourd'hui pour cette rentrée et pour cette fête anniversaire où non seulement les magistrats du siège et du parquet, mais en fait tous les hommes et femmes qui travaillent ici pour et avec la justice sont réunis. Ils sont réunis avec la jeunesse de la ville et ses maîtres pour la plus belle des leçons d'éducation civique, comme l'a expliqué Madame la Première Présidente. Madame la Première Présidente Dominique Lottin, que je remercie d'avoir tant souhaité que cette manifestation d'unité de cette Cour soit organisée aujourd'hui, et avec laquelle j'ai la chance de présider depuis 2 ans aux destinées de cette Cour du Nord, si attachante, active et méritante, comme le sont les habitants de cette région, courageux, travailleurs et chaleureux. De nombreux événements ont été prévus tout au long de cette année du tricentenaire, avec l'aide inestimable de nos élus que je remercie chaleureusement. Parmi ceux-ci, vous me permettrez de citer seulement notre maire, M. Jacques Vernier, et messieurs les présidents des conseils régional et général qui nous ont accompagnés dans ce projet. Je voudrais, quant à moi, appuyer mon propos sur une méditation sur les vertus tutélaires de la justice d'Ancien Régime, représentée dans la grande chambre de notre palais sous la forme de 6 toiles de Nicolas Brenet, ici reproduites. 5 d'entre elles ont inspiré les élèves des établissements douaisiens qui les ont déclinées, comme on l'a vu tout à l'heure, avec imagination et talent. Délaissant le style officiel des discours de rentrée, je méditerai devant vous sur ce que signifient ces images pour le magistrat que je suis depuis 1978. La première de ces représentations est la vérité, que déjà les Grecs représentaient comme une femme nue. Ne dit-on pas d'ailleurs parfois « c'est la vérité toute nue ». Celle-ci, la première sur notre droite, semble cumuler vérité et pureté, juste conjonction. Je crois profondément que la justice doit toujours reposer sur la vérité. Ce n'est pas facile, même si la presse peut être porteuse de vérité, une médiatisation sans cesse croissante qui pousse chacun à avoir un avis sur toutes les situations sans avoir nulle connaissance du dossier est parfois un péril sérieux pour la justice. D'où le soin que nous apportons ici à la communication et au rapport avec les journalistes, que je remercie de leur indépendance, mais aussi du respect des règles de présomption d'innocence, y compris envers les magistrats, qui auront déplu à quelque avocat vedette. Loin de moi d'ailleurs de penser que la justice doit être secrète. Non, au contraire, la vérité doit être proclamée haut et fort. La vérité du magistrat, c'est parfois le constat amer du procureur ou du juge qu'aucune preuve n'a convaincu ou dont aucune décision ne réussit à mettre fin à un conflit ou à une nuisance sociale. Pouvoir dire ainsi « je ne sais pas »
où je ne peux pas, vu les moyens dont je dispose, sans être accusé de lâcheté ou de laxisme, est une vertu, une conduite qui doit s'imposer à nous. C'est cela la vérité. L'accepter devrait être une règle pour les politiques et l'opinion publique. Nous sommes bien placés dans ce ressort, pour l'avoir appris dans des conditions douloureuses pour tous, pour savoir qu'un non-lieu ou une relaxe ne mettent pas un point final satisfaisant aux besoins de vérité. J'ai tout au plus souvent regretté que des procédures trop complexes nous empêchent de rechercher sereinement la vérité, l'essentiel de notre attention finissant par être concentré sur le respect d'une procédure compliquée. Je nous souhaite donc une justice qui nous rende la justice désirable, mais oui, comme un beau corps dans la perfection de ses formes. La deuxième de ces représentations est la science, qui doit illuminer nos décisions de sa lumière. Avec le peintre Brenet, on est alors au siècle des Lumières. Mais le siècle des Lumières n'a pas inventé la lumière, qui déjà brillait dans l'Évangile ou la Torah, dans les branches du chêne de Saint-Louis et dans les essais de Montaigne, même si la défense de Calas par Voltaire fit aussi sérieusement reculer les ténèbres. Il n'empêche que notre justice gagnerait à être éclairée et à devenir visible dans sa complexité, au-delà du fait divers, lisible et belle sous les projecteurs de la conscience. Qu'elle devrait toujours être compréhensible, y compris par les plus modestes. Nous rencontrons ici beaucoup de maltraités par la crise, qui en restent comme hébétés et qui ne comprennent plus rien au monde qui les entoure. La crise conduit souvent au non-respect des lois. Il y a des vols pour la faim, dont les auteurs n'ont plus conscience des risques auxquels ils les exposent. Des exemples en ont été donnés à la fin de l'année dernière avec des vols de viande dans le Pas-de-Calais. Le magistrat, garant du lien social, est profondément ému face aux centaines de personnes licenciées ou qui craignent de l'être, comme ceux des usines Stora cette semaine, cadres comme ouvriers, qu'il nous appartient aussi de protéger et auxquels nos parquets, les magistrats des chambres commerciales ou prud'homales, doivent tenter d'apporter un peu de lumière et d'atténuer leur sentiment d'injustice. Nous sommes invités à mettre nos connaissances à jour en la matière et à ce titre, avec M. Roncin, directeur de l'École de la magistrature, nous confions à l'École de la magistrature un rôle éminent. Nous sommes conviés à adapter nos pratiques à des réalités nouvelles, par exemple en matière de prévention des difficultés des entreprises et de droit social, afin d'être plus efficaces, d'être plus utiles. Il y a aussi des personnes qui vivent de la détresse ou qui profitent de l'obscurité du droit pour en abuser par rapport à d'autres. La présence de nos parquets dans les procédures collectives est plus nécessaire que jamais. Par ailleurs, l'attention portée aux victimes, la recherche de solutions plus intelligentes, j'allais dire plus lumineuses que l'enfermement, comme instrument de prévention de la délinquance et de réparation, la lutte contre les marchands de sommeil, contre les discriminations, sont autant de priorités d'action publique que je partage avec mes 10 ardents procureurs et leurs équipes. Ces objectifs s'inscrivent dans cette lumière. Cette lumière, cette science, nous sommes allés la chercher hors de nos frontières et nous avons réuni dans cette salle même, au début de l'été dernier, des praticiens de Suède, de Hollande et de Grande-Bretagne pour chercher des solutions et anticiper la peine de probation ou de contrainte pénale que vous voulez mettre en place, Madame la Ministre. Et nous avons constaté que c'était une alternative très efficace aux courtes peines de prison. Je rêve d'une justice rendue sous une pleine lumière qui la rendrait plus lisible, plus intelligente, plus moderne aussi. Mais il nous revient de réaliser ce rêve en ne nous installant pas sur nos idées reçues et en utilisant au mieux les moyens dont je vous remercie, moi aussi, Madame la Ministre, de nous doter en ce début d'année. La troisième des vertus illustrées par Nicolas Guy-Brenet est l'indépendance, avec une justice qui refuse
C'est un ange qui essaie de lui passer le mors aux dents. Sommes-nous des magistrats indépendants et notre système judiciaire dans son ensemble est-il indépendant? Sous l'angle statutaire, pour les juges du siège, cette indépendance est certaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour le parquet, un signal puissant a été donné par votre loi du 25 juillet 2013, Madame la Ministre, par laquelle vous vous priviez du droit de donner des instructions dans les dossiers particuliers. C'est déjà beaucoup. Même si votre engagement de garantir notre indépendance de carrière à l'égard de celle des magistrats du siège reste à tenir. À cet égard, nous entrevoyons dans le rapport de la commission dont vous avez chargé le procureur général Nadal que vous réfléchissez à la meilleure méthode pour y parvenir. Il conviendra par ailleurs aussi de modifier le système français de sélection des magistrats pour les juridictions internationales, manifestement contraire à toutes les règles de l'objectivité. Nous comptons pour cela, non seulement sur vous, Madame la Ministre, car votre engagement ne fait pas de doute, mais sur l'ensemble de la représentation nationale, car il est des sujets où la politique politicienne devrait céder la place à l'intérêt général. Par ailleurs, nous devons nous résigner à ne pas toujours plaire, même à la presse, et à ne pas toujours être d'accord avec les idées dominantes ou le politiquement correct. Au cours de ma carrière, j'ai souvent eu l'impression qu'un magistrat sans histoire était plus apprécié par sa hiérarchie qu'un homme ou une femme de tempérament qui ose prendre des risques et dire ce qu'il pense. Je rêve d'une justice où les magistrats indépendants par statut et par comportement, preneurs de risques dans une application du droit voulu par le peuple français, stricts, justes et responsables, soient cités en exemple pour leur corps et pour la société tout entière et fassent la plus brillante des carrières. La quatrième des vertus signalées en modèle au bon magistrat par Brenet est la prudence. Je ne m'y attarderai pas, sinon pour dire que prudence et surtout modestie peuvent très bien aller de pair avec courage. Je souhaite à notre justice de ne pas confondre prudence avec timidité, mais aussi d'être modeste et pas imbue d'elle-même, prenant le temps d'écouter, se tenant respectueuse des droits de la défense et du contradictoire. Notre justice ne se prête-t-elle pas trop souvent à un grand tintamarre médiatique sur certaines de ses décisions intermédiaires, quitte à ce qu'elles s'effondrent quelques mois plus tard, quand le criblage des preuves ou la cour d'appel seront passés, et alors qu'il sera déjà trop tard pour réparer le préjudice subi par des présumés coupables, cloués au pilori au début de l'enquête pour être plus tard blanchis dans l'indifférence. Du côté du parquet, cela fut ma pratique constante, et je récuse absolument la conception anglo-saxonne d'un accusateur public face à une magistrature du siège qui serait seule, objective et impartiale. Mais la prudence ne doit pas non plus conduire au laxisme, et on oublie trop l'équilibre posé par le traité européen d'Amsterdam entre liberté, sécurité et justice, ou encore l'article 2 de la Convention de Strasbourg, le droit à la vie, ou encore l'article 6 de la Charte européenne des droits fondamentaux, jamais invoqué en justice, le droit à la sécurité. Mais en dépit du tintamarre médiatique occasionné cette semaine par les déclarations d'un haut responsable, nous ne sommes pas laxistes. Jamais nos prisons n'ont été aussi pleines. Aux courtes peines de prison inutiles et inefficaces en termes de prévention, nous préférons les aménagements de peine. Dans cette cour d'appel, 75% des peines de prison sont aménagées. Cela n'empêche pas d'atteindre le chiffre très important de 6 000 détenus avec une surpopulation carcérale de 144% en maison d'arrêt. Mais les magistrats répugnent par prudence, et ils ont raison, à prendre des mesures de probation à l'issue incertaine. C'est pourquoi nous aspirons à l'adoption prochaine d'une réforme de la probation qui lui donnera toute son efficacité
ainsi qu'à la poursuite du renforcement des moyens donnés aux services qui en sont chargés. Ce n'est pas le laxisme qui l'inspirera, mais la prudence, là aussi. Parmi les allégories que nous contemplons ensemble, nous arrivons à la religion, sujet sensible à traiter sous une république où la laïcité doit être de règle. Mais la religion n'est pas un tabou. Comment ignorer ce que notre culture doit aux religions, et en Europe tout particulièrement au christianisme et au judaïsme? Nous sommes assez adultes, je pense, pour contempler des œuvres d'art créées en un temps révolu où État et religion étaient confondus. Cela nous permet au contraire de mieux comprendre d'où nous venons. Il n'est pas interdit non plus, en condamnant les dérives de pratiques religieuses perverties en intolérance ou par intégrisme, de rechercher les valeurs aux sources desquelles notre justice pourra puiser. Au risque de surprendre, voire de blesser certains d'entre vous, mais alors qu'ils soient blessés par Nelson Mandela, Charles de Gaulle, l'abbé Pierre, Robert Schuman ou encore le pape François chez les naufragés de Lampedusa, j'affirme trouver dans cette allégorie l'invitation la plus utile à un exercice meilleur des fonctions judiciaires et du parquet en particulier pour aujourd'hui. J'y trouve une invitation à considérer en effet que, quelles que soient les fautes commises, l'homme est porteur d'une valeur transcendante qui doit être préservée et qu'une bonne justice doit être un instrument, certes de répression, mais aussi de rédemption, non pas au ciel, mais sur la terre. À partir de ce rappel, le respect des personnes s'imposera dans les prétoires, qu'il a parfois désertés du fait du pessimisme qui envahit ceux-ci et d'une conception individualiste de l'homme qui ignore l'esprit. L'attitude contraire à laquelle je nous sens invités par cette toile n'a rien d'abstrait. Que chaque justiciable, victime, auteur ou en attente de décision, dans quelque domaine que ce soit, blanc, jaune, noir, métis, homosexuel ou hétérosexuel, croyant, agnostique ou athée, mérite le respect, l'accueil, l'écoute, la décision dans un délai raisonnable. Que le remède doit toujours être tenté, qu'on l'appelle conciliation, médiation, réparation, sursis, travail d'intérêt général, etc. Pardon. Du brief. Cela a fortiori, cette rédemption, avec un degré d'intensité supérieur quand on est en présence de mineurs. Ce sont les instructions d'action publique que je donne et renouvelle aujourd'hui au parquet de ce ressort en ma qualité de procureur général. Je sais, et cela me conforte, qu'elles sont conformes à vos directives, déclinées par Madame Lequéot, dont je salue la présence, et l'aide respectueuse de notre indépendance. Vous avez la chance, Madame la Ministre, d'être entourée d'excellents directeurs, dont je salue ici, avec M. Benel et M. Fess, et inspecteur, le grand sens du dialogue et la disponibilité. Je rêve d'un pays où la justice est toujours la volonté et les moyens aussi de contribuer à faire assurer le respect de la personne humaine, corps et esprit, et en particulier des petits et des sans défense, où la justice ne désespère pas de l'homme et sache ranimer la petite flamme de bien qui y vacille toujours. Enfin, la dernière des allégories représentées dans notre Parlement est celle de la justice elle-même, drapée de dignité, munie des symboles d'équité et de grandeur et accompagnée d'un greffier. La justice est une vertu et aussi un pouvoir. En 35 ans, et malgré l'immense décalage dont je suis conscient entre ma pratique et toutes les vertus dans lesquelles j'aurais dû m'illustrer, je continue à aimer cette mission de rendre la justice. Je m'y sens toujours au premier rang dans l'espace où se déroulent les évolutions de notre société, acteur de celle-ci
qui touchent aussi à ma vie comme à celle des autres. Je me désole de ce décalage, de mon indignité, comme parfois de la difficulté du quotidien, du découragement éprouvé par les acteurs de la justice les plus exposés, les plus surchargés. J'aime à trouver sur cette allégorie la présence du greffier qui, semble-t-il, à cause de l'encadrement, a disparu. Mais enfin, il est là, je le sens. La présence du greffier, sans lequel je n'agirais point. J'ai eu la chance, pendant toute ma carrière, d'être accompagné par des assistants et des greffiers auxquels je dois beaucoup. Madame Jacqueline Inglard s'apprête à prendre sa retraite après avoir assisté plusieurs chefs de cour à travers une personnalité rayonnante. J'exprime ma gratitude à tous les greffiers et personnels rencontrés dans ma carrière. J'aurais retrouvé avec plaisir sur ce tableau figurant la justice, l'avocat surtout, le notaire aussi, l'huissier, le policier, le gendarme, mes compagnons de route, le personnel pénitentiaire au dévouement admirable, les délégués du procureur, les médiateurs, les conciliateurs, les juges de proximité, l'éducateur, vous tous, sans lesquels la justice ne pourrait s'exercer. J'aimerais y trouver aussi les élus avec lesquels nous travaillons pour la cité, pour la prévention de la délinquance. Si j'avais un pinceau, je nous représenterais tous ainsi, ensemble réunis. Je rêve d'un pays où la justice serait mieux connue, mieux comprise, mieux identifiée à la vertu qui lui donne son nom, où des échanges seraient plus denses entre magistrats et société, pour que la pratique judiciaire soit enrichie, plus articulée avec le réel, plus directement orientée vers l'utilité sociale et mieux expliquée et accessible aux gens. En somme, une justice plus proche. C'était aussi, Madame la Ministre, une contribution aux réflexions que vous organisez demain et après-demain pour remettre le citoyen au cœur du service public de la justice. À l'issue de ce propos, je crois que les 6 vertus exposées par Nicolas Guy-Brenet, magnifiquement reproduites par le professeur Damien Langlais et sa sœur, et revisitées par nos jeunes, peuvent aujourd'hui encore contribuer à la poursuite de votre objectif pour la justice. Et puisque l'année commence, je voudrais remercier tous les magistrats du parquet général, ma chère équipe, tous les procureurs et leurs substituts, tous les greffiers et les services des greffes pour leur esprit d'équipe et la qualité de leur travail. Vous en constaterez l'ampleur à la lecture des statistiques qui vous ont été remises. Leur travail avec les magistrats du siège et les fonctionnaires a été lourd et de qualité. À titre d'exemple, les magistrats du parquet général ont requis dans 350 audiences correctionnelles et d'assistance éducative et participé à 57 procès d'assises. Si les chiffres des contentieux pénaux se sont stabilisés, ils ont augmenté à la Chambre de l'instruction qui a rendu 2988 décisions en 2013 et gagné en complexité du fait de l'application de réformes très importantes comme celle de la garde à vue. Enfin, bien entendu, le droit des sociétés et le contentieux des mineurs ont constitué des priorités objectives qui, à côté de la médecine légale et de la justice des mineurs et de la politique de la ville, ont particulièrement mobilisé le parquet général et tous les parquets. Je remercie et félicite les services de police et de gendarmerie, la protection judiciaire de la jeunesse et les services pénitentiaires pour leur travail. Je remercie à nouveau les élus que vous avez cités, Madame le Premier Président, ce que je ne puis plus faire, et qui nous honorent de leur présence et nous ont aidés beaucoup pour l'organisation de ce tricentenaire. Merci à l'Université d'Artois, si proche de nous, et aux professeurs, étudiants et élèves qui ont pleinement contribué à cet événement et vont continuer tout au long de l'année. Merci au monde artistique si présent dans cette région, le Conservatoire de musique, les théâtres et les splendides musées, dont celui du Louvre-Lens. Eux aussi nous rappellent que l'homme, comme créateur, est d'une essence irréductiblement spirituelle. J'aurais enfin une pensée émue pour la grande cohorte de ceux qui nous ont précédés ici depuis 300 ans. Foule immense de magistrats, greffiers et personnels attachés au Parlement, puis à la Cour, aux avocats. Je songe aussi à tous les justiciables qui, pendant 3 siècles,
ont espéré, souffert, expié, apporté ici des tranches de vie souvent dramatiques. Je m'incline respectueusement devant leur mémoire, devant leurs souffrances, devant leurs espoirs déçus ou non. Le fil du temps, c'est aussi l'aujourd'hui et le futur. Aussi sommes-nous particulièrement heureux d'accueillir au parquet général en ce début d'année Madame Valton, malheureusement souffrante, qui passe du siège au parquet et retrouve ses racines nordiques, tout en assumant une responsabilité éminente au service de la magistrature. Madame Cluitens, vice-procureure placée, qui a bien œuvré au parquet de Lille, et Monsieur Quinquet de Montjour, qui, armé d'une solide réputation en matière de lutte contre la criminalité organisée, arrive de la chancellerie pour être promu avocat général. Et enfin, Alain Leroux, mon nouveau secrétaire général, très apprécié, je pense. Je les félicite, ainsi que nos nouveaux magistrats du siège, et souhaite à tous la bienvenue. J'adresse aussi mes vœux à tous les nouveaux bâtonniers et à tous leurs barreaux. Madame le Premier Président, j'ai l'honneur de requérir qu'il soit procédé à la clôture de l'année judiciaire 2013, à l'ouverture de la nouvelle année judiciaire, et qu'il en soit dressé procès-verbal, conformément aux prescriptions de notre organisation judiciaire. Nous vous remercions, Monsieur le procureur général, pour ces descriptions des vertus de la justice conçues par les parlementaires du XVIIIe siècle, mais toujours d'actualité. Nous ne rendons plus la justice au nom du roi, mais au nom du peuple français, et c'est au peuple français que vous représentez à cette audience qu'il m'appartient en cet instant de rendre compte brièvement de l'activité de notre Cour pour l'année écoulée. En 2013, la Cour d'appel de Douai a rendu plus de 14 000 décisions dans le domaine civil et 6 200 arrêts pénaux, en s'efforçant de respecter des délais raisonnables. Ainsi, les délais moyens de jugement des affaires civiles s'établissent à 9 mois et ceux des jugements pénaux à un peu plus de 6 mois, ce qui situe la Cour d'appel de Douai dans les plus performantes de France, et ce, malgré une augmentation de près de 11% des affaires nouvelles. Ce bilan très positif est le fruit du travail toujours plus exigeant des magistrats et fonctionnaires qui composent notre Cour. En ce début d'année 2014, nous accueillons 3 nouveaux collègues au siège. Madame Emmanuelle Desvalois, vous qui êtes née l'année où j'intégrais l'École nationale de la magistrature, et dans une île chère à mon cœur, la Corse, vous rejoignez les chambres pénales de la Cour, où votre expérience de juge de l'application des peines sera fort précieuse. Madame Michèle Lefeuvre, forte de 6 années d'expérience comme juge directeur de l'importante juridiction d'instance de Boulogne-sur-Mer, vous allez renforcer la chambre sociale, qui a connu cette année une augmentation de plus de 10% de ses affaires nouvelles. Et enfin, Madame Isabelle Chassard, qui retrouve la Cour d'appel de Douai pour réaliser son avancement comme présidente de chambre après avoir présidé les tribunaux de grande instance de Saint-Malo et de Poitiers et avoir siégé comme conseiller à la première chambre civile de la Cour d'appel. Vous intégrez la chambre de la famille qui rend près de 10% des arrêts civils de notre Cour. Bienvenue à toutes les 3 au sein de la Cour d'appel de Douai. Un mot également pour Vinciane de Jong, ma fidèle collaboratrice depuis 3 ans, qui devient aujourd'hui conseiller chargé de mon secrétariat général. Votre engagement indéfectible à mes côtés m'est très précieux et je vous en remercie publiquement. La Cour est également heureuse d'accueillir de nouveaux fonctionnaires, notamment Madame Catherine Richard, qui réalise son avancement comme greffière en chef, après avoir exercé les fonctions de greffier pendant 17 années à la Cour d'appel de Caen, où l'on vous regrette déjà. Vous intégrez un greffe composé de 7 greffiers en chef, 57 greffiers, 3 secrétaires administratifs, 48 adjoints administratifs et 5 adjoints techniques, dont le dévouement et la compétence méritent d'être soulignés avec force. Malgré les difficultés, vous avez toujours fait face et vous vous êtes adapté aux changements technologiques et procéduraux avec détermination. Vos métiers ont vocation à évoluer encore davantage pour que vous soit enfin reconnu le rôle d'assistant du juge auquel vous aspirez légitimement et qui doit conduire à une revalorisation de vos statuts. Qu'il me soit également permis en cette audience de rentrée de féliciter les fonctionnaires de notre Cour
qui ont été au cours des derniers mois décorés de la médaille des services judiciaires pour leur dévouement et leur engagement au sein de la Cour d'appel de Douai. Il s'agit de Mme Claudine Popek, greffière de la première chambre civile, Mme Claudine Psniak, adjointe administrative, sans qui nous n'aurions pas pu mettre en place le bureau d'ordre civil, Mme Nadine Federbe, greffière au service de l'exécution des peines, et messieurs Majeski et Tomzak, adjoints techniques, sans qui le quotidien de la Cour serait bien plus compliqué. Une mention toute particulière pour Pierre Tomzak, à qui nous devons tant pour l'organisation matérielle de cette audience. En cette audience de rentrée, je souhaite évoquer en quelques mots les jurisprudences de la Cour d'appel qui sont directement en lien avec les événements sociaux et économiques de notre région. Et parmi les jurisprudences sans doute les plus emblématiques figure celle de la Chambre sociale, composée de 6 présidents de chambre, 9 conseillers, assistés par 14 fonctionnaires et 2 assistants de justice. Ainsi, c'est la Cour d'appel de Douai qui a reconnu à des mineurs de nationalité marocaine, soutenus par la HALD et désireux de retourner vivre dans leur pays, le droit au rachat de divers avantages liés à l'habitat et à la fourniture de combustible qui leur étaient refusés par les houillères. C'est encore la Cour d'appel de Douai qui, à l'occasion de restructurations importantes dans le domaine de l'industrie textile, de la papeterie et du cartonnage, du transport maritime ou de la métallurgie, a développé la notion de co-emploi des salariés appartenant à un même groupe et défini l'obligation de les reclasser au sein des autres filiales. C'est toujours la Cour d'appel de Douai qui, interprétant les conventions collectives des entreprises de la grande distribution, a dû définir les modes de calcul de la rémunération des temps de pause. La région du Nord-Pas-de-Calais, vous l'avez dit, Monsieur le procureur général, est aussi la région de France qui s'est le plus développée sur le plan culturel, avec notamment la rénovation du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, le LAM, et bien sûr l'ouverture du Louvre-Lens, dont le directeur nous fait le plaisir d'assister à cette audience. Et vous le savez, Monsieur le directeur, la Cour d'appel a eu à connaître d'un événement qui aurait pu être dramatique, celui du tableau le plus célèbre du XIXe siècle, La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, l'emblème de votre musée à son ouverture. Cette œuvre majeure, symbole toujours d'actualité de la Révolution et de la liberté, a été en effet à l'origine, ironie de la procédure administrative et judiciaire, du refus de cette liberté à celle qui l'avait outragée. En effet, cette instance a été l'occasion pour la Cour de préciser l'étendue du contrôle judiciaire sur les hospitalisations d'office ordonnées par l'autorité préfectorale, car l'auteur de la dégradation ne disposait pas de toutes ses facultés. Et si la Cour d'appel de Douai accompagne les changements économiques et culturels, son ressort est aussi un acteur économique de premier plan pour la région, avec ses près de 500 magistrats, 1280 fonctionnaires, ses 1640 collaborateurs occasionnels, répartis entre les 10 tribunaux de grande instance, les 17 tribunaux d'instance, les 6 tribunaux de commerce et les 16 conseils de prud'homme. Sans compter les près de 1700 avocats, les 470 notaires de la région et les 230 huissiers de justice. En 2013, les budgets de la Cour d'appel, qui contribuent aussi au développement de notre région, représentaient près de 111 millions d'euros de masse salariale et 65 millions d'euros de crédits de fonctionnement, frais de justice et crédits d'aide juridictionnelle confondus. Ce sont donc 65 millions d'euros qui sont gérés par le service administratif régional de la Cour d'appel de Douai, composé d'un effectif de 87 fonctionnaires qui ont développé dans les domaines de la gestion budgétaire, des ressources humaines, de l'immobilier ou de l'informatique, des compétences techniques qui nous permettent chaque année d'optimiser au mieux les moyens qui sont octroyés aux juridictions de notre ressort. Soyez-en publiquement, très vivement remerciés. Avant de clore cette audience et de vous donner la parole, Madame le garde des Sceaux, je forme le vœu que le plus grand nombre d'entre vous nous accompagne la Cour d'appel tout au long de l'année 2014, au cours de laquelle nous aurons diverses manifestations tout au long de cette année, manifestations qui n'ont pu avoir lieu que grâce à nos partenaires régionaux, départementaux et grâce au service de communication, le DICOM du ministère de la Justice, qui depuis plusieurs mois nous accompagne dans cette merveilleuse aventure. Et dès aujourd'hui, nous serons très heureux avec la mairie de Douai de vous accueillir dans son théâtre historique à l'italienne
pour une représentation des divertissements baroques que nous donnerons également demain pour les lycéens de la région. Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le procureur général, je déclare close l'année judiciaire 2013, ouverte l'année judiciaire 2014 et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal pour être versé aux minutes de la Cour. Et en ce début d'année, je me permets très simplement de vous dire à tous, non pas en ch'ti, parce que je n'ai toujours pas réussi à maîtriser votre langue, mais dans la langue de mes ancêtres, pace salute. Madame le garde des Sceaux, vous avez la parole.